intervention au CALAC. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Si vous êtes un amoureux de l'histoire, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin de l'émission parce que je vais parler avec deux auteurs des presses de l'Université d'Ottawa qui ont fait paraître dernièrement un ouvrage intitulé « Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent ». Beaucoup d'informations super intéressantes qui se sont préparées à partager avec moi et avec vous autres aussi. On va aussi parler des célébrations du 25e anniversaire de l'organisme Retraite en Action. Madame Laurando sera avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette belle programmation-là. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec les membres du groupe musical Mauve, Alexandre Faubert et Christophe Yellen. Et tous les deux, là, vous êtes en ce moment en pleine, on va dire, promotion pour votre nouvelle EP. Comment ça se passe jusqu'à date? Ça se passe très bien. Juste première correction, son nom c'est Jean-Christophe Yellen. Jean-Christophe, OK. Autant pour moi. C'est pas une numéro, c'est vraiment pas grave. Mais ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça, on est dans le EP. Il vient de sortir le 1er avril. Ouais. C'est un projet sur lequel on travaille depuis environ 1 an et demi maintenant. C'est ça, on est comme on vient de faire la sortie, puis on pas mal. Puis à date, les choses se passent bien. Les choses se passent bien. On joue dans quelques radios ici puis là autour du Québec, puis toutes les nouvelles qu'on a autour, ça c'est bon. C'est ça, on a eu des super bons retours de tout le monde qui nous entoure, fait que je pense que les gens ils ont bien aimé. Je suis très contente pour vous. Là, on pourrait parler aussi de vous. Hein. Dites-moi d'où est-ce que ça vient le nom Mauve? Comment vous l'avez choisi? Ben en fait, c'est que justement, on était dans une grosse mécanique pendant quasiment 3 mois à essayer de trouver un nom. Puis à vraiment beaucoup trop réfléchir pour rien, essayer de faire OK, là, est-ce qu'il faut que ça dise quelque chose, est-ce qu'il faut que ça ait une signification. Puis à un moment on a juste fait hey, pour vrai, on réfléchit trop, puis ça sera jamais bon si on fait ça. Fait qu'à un moment on a juste fait OK, on va essayer de trouver quelque chose, une couleur, OK, une couleur, on va y aller avec une couleur. Mauve, c'est une belle couleur qu'on aime les deux. On va enlever le E pour que ce soit un petit peu plus esthétique à l'œil, puis c'est ça. Ben, le but, c'est que ça soit court. Ouais. On voulait que ça soit court, puis tape à l'œil. Exact. Vous avez une belle complicité tous les deux. Depuis quand est-ce que vous vous connaissez? Ça fait 10-11 ans, quasiment. Ouais, on s'est connus au secondaire quand j'ai déménagé chez mon père en Ontario français, proche de la région dans la région de Prescott Russell, où est-ce que Jean-Christophe habitait déjà. Je suis déménagé dans le même village que lui. Puis rapidement, notre humour est quand même très similaire, fait qu'au secondaire, on s'est accrochés l'un à l'autre très rapidement. Puis on s'est comme jamais lâché depuis. Ouais. OK, ben c'est lequel d'entre vous qui a vu l'autre jouer ou bien qui a écouté l'autre chanter puis qui s'est dit, écoute, on pourrait faire quelque chose ensemble? Je pense qu'on était dans la classe de musique ensemble à un certain point. Puis toi, tu jouais de la guitare, puis à un moment donné, je t'ai entendu jouer du piano. Ouais. Je suis comme, hey, tu devrais vraiment pratiquer plus ton piano parce que t'es quand même bon. Fait que là, il y a comme eu cette affaire-là qui s'est passée. Puis après ça, on a commencé un band ensemble. Exact. Puis après ça... Exact. Puis il y a comme une période dans ma vie où j'étais comme, le piano, tu sais, j'ai commencé le piano à 8 ans, mais j'étais comme, le piano, c'est cool, mais tu sais, la guitare, puis ça, dans les cours de musique, j'étais comme, non, je jouais de la guitare, puis à un moment donné, j'ai joué du piano, puis il était comme, ouais, mais non, là, je joue du piano. OK, ouais. Puis c'est ça, on a monté un band, on a fait des shows, on a gagné des concours, on s'est placé à des bonnes positions dans d'autres, puis... C'est même que ça a commencé. Là. Vous avez l'air là d'être des frères là, mais on sait aussi que quand on est des frères, on a toujours des couacs, on a toujours des petits couacs, des petites histoires qui fonctionnent pas bien. Donc en tant que frère et groupe en même temps, j'aimerais savoir, c'est quoi votre force? C'est quoi votre force? On enchaîne les difficultés là. Je te dirais que ça se règle quand même assez rapidement, mais des fois on va avoir des petites prises de tête, mais rien d'extrême. Tu sais, je suis pas... ça va être souvent là. Non plus, là, tu sais, je suis pas quelqu'un de ce qu'on va appeler hot-headed, là. Moi, quand il y a une confrontation, soit je suis comme, on arrête d'en parler,
où Oui. on adresse ce qui se passe, puis on reprend ça sur des bases plus calmes. Ouais. Je suis pas du genre à... On n'est pas du genre à faire escalader une frustration. Puis on n'est pas émotionnelle. rancunier non plus, là. Fait que... Il y a aussi... Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je vais me permettre... Je peux perdre contrôle sur mon... Je vais devenir snappy. Moi, c'est le contraire. J'ai tendance à juste devenir un mur. Non. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais. Ça se complémente bien, là. Vous êtes vraiment très adorable. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on va parler de votre EP, mais en particulier de cette chanson-là intitulée Déjeuner. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le groupe que je reçois en ce moment, ça sera au www.mauve.studio. Et comme je l'ai mentionné, juste après la pause, restez avec moi parce qu'on va avoir un extrait de la chanson Déjeuner. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de rencontrer Madame Jocelyne Constant. Elle aura le temps de nous parler de sa vision et de son parcours et surtout du Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Mais j'ai encore mal à la tête. Le réveil est pas facile même s'il y a pas eu de fête. Mais j'ai encore mal au cœur. Je me suis perdu dans mes idées de grandeur. Puis j'ai pas envie de m'habiller, pas envie de déjeuner, puis encore moins envie de me lever. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, vous venez de voir un extrait du groupe musical Mauve. L'extrait, c'était Déjeuner, c'est le titre de la chanson, qui est l'une des chansons de la EP dont on va parler tout à l'heure. J'ai toujours avec moi Jean-Christophe Yel et Alexandre Faubert, là je l'ai bien eu. Et puis dites-moi, Déjeuner, le titre Déjeuner, ça représente quoi pour vous? Ça représente un peu, ben c'est un cercle vicieux de mal aller dans le fond. C'est ça. C'est quand ça va pas bien, mais que t'es comme pris dans cette routine de genre, ben c'est un peu ma vie que ça va pas bien, puis c'est ça que c'est, tu sais. Une espèce de routine du malheur que à un moment donné, tu fais juste accepter, puis ça fait juste devenir de plus en plus grand. Puis c'est un peu pour ça que, tu sais, la chanson est construite comme ça dans la répétition, là, c'est tout le temps un refrain, un interlude musical, un refrain, interlude, puis ça fait juste build-up comme ça, puis c'est justement pour faire la représentation sonore de cette espèce de routine-là qui continue, mais qui devient toujours de plus en plus grande, puis toujours plus... incontrôlable. Ouais, incontrôlable, exact. C'est plus juste toi qui le vis, c'est une entité. Exact. Non, écoutez, ce que vous avez fait, c'est un travail extraordinaire. Et puis, je m'étonne quand j'entends dire que vous pensez ne pas avoir fait assez de promotion. Moi, je pense pas. La promotion, elle est juste comme excusez-moi le terme anglais, là, mais on the point. On peut regarder ça sur vos réseaux sociaux. Et puis, dans le clip, là, le gars, il est juste là, il est statique, mais il voit sa vie défiler, des choses qui se passent. Et puis, il n'a pas de pouvoir dessus. J'ai trouvé ça tellement interpellant, là.
Ouais, puis ça a été, tu sais, c'est un concept qu'on a pensé, parce qu'on avait une idée pour la chanson à cause des textes, mais pour le visuel, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui va être vraiment beau, mais qu'on va pas avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent, parce que cette équipe-là a tout été auto-réalisé, fait que c'est nous qui a pensé au concept. On a trouvé des amis qui étaient prêts à travailler pour nous gratuitement pour une journée. On a trouvé des gens qui nous ont prêté, mettons, la salle de déjeuner. Mais c'est un restaurant dans la région à laquelle on était allé au secondaire qui nous a donné la salle gratuitement pour une après-midi. Fait que, tu sais, on a pensé au concept en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment cool qui va pas nous coûter cher? Puis on est tombé sur ce concept-là de justement de juste faire un plan séquence. Fait que c'est un plan de caméra, c'est une après-midi de tournage. Avec des actions qui se passent autour, puis après ça, jouer en post-production avec la temporalité des slowdowns, des ramp-up, puis de vraiment construire après ça l'identité, puis le timing du vidéoclip en post pour justement nous donner plus de leeway, puis pour pouvoir faire justement quelque chose qui nous coûte pas cher, parce que la post-prod, c'était moi qui l'ai fait, fait que ça nous coûtait rien, tu sais. Ouais. Fait que d'avoir plus Max qui a fait les animations. Plus Max qui a fait les animations. Fait que Max, c'est notre graphiste avec qui on travaille. C'est le même qui a fait le logo de la compagnie, le logo de la pochette d'album. Toutes ces choses-là, c'est lui qui l'a fait. La mise en image de Mauve, en fait, c'est Maxime Charlebois. Maxime Charlebois, ouais. Dans son nom de famille. Je sais qu'il y a une belle équipe franco-ontarienne qui vous accompagnait aussi. On pourrait en parler plus tard. Mais donc, ça veut dire que l'acteur principal, là, il est resté comme ça toute l'après-midi pour le tournage? Ben, en fait, on a pratiqué pendant 3 heures avant de filmer. Puis après ça a été une take de 15 minutes. C'est un plan séquence. Ouais, un plan séquence de 15 minutes. Il y a un seul cut, comme on pourrait dire, mais en fait, c'était juste pour déplacer la caméra. Fait que ça a été une pause, on déplace la caméra, on refait play, puis c'est juste pour donner justement ces deux dimensions-là, qu'il y en a une qui est un peu plus éloignée, puis une un peu plus proche, mais la différence dans le temps, la différence est d'à peine 1 minute. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été un 15 minutes de John bouge pas. Ouais, John bouge pas, les actions se passent autour. Nous qui donnent des cues, moi qui crie après les gens en avec un escabeau dans les bras. C'était vraiment c'était un 15 minutes probablement le plus stressant de ma vie. Parce qu'on pouvait pas rater. Parce qu'on rase, comme qu'on voit, tu sais, on rase les cheveux de l'acteur, on y verse la peinture sur la tête. Si on ratait, on ratait. Point. Fait qu'on n'avait pas de plan B. C'était soit ça marche ou ça marche. Tu sais, c'est comme rien d'autre là. Vous avez une très belle créativité à tous les deux là. Et puis moi, j'ai envie de savoir, la déjeuner, ça doit représenter quelque chose pour vous parce que selon moi, chacune des séquences du clip vidéo représente une image d'une personne, peu importe la personne qui va regarder le clip vidéo. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, mais c'était plutôt vers la fin de la vidéo, où est-ce qu'on retrouve cette personne-là qui est décédée, je pense, mais des gens sont au-dessus de lui en train de manger, en train de parler. Qu'est-ce que ça représente, cette petite séquence de la fin, là? Pour nous, la réponse est tout le temps un petit peu cliché, mais on n'aime pas ça dire ce que ça représente pour nous. Ouais. Parce que c'est un peu dans l'ordre du surréalisme. Exact. Puis on aime ça quand les gens trouvent vraiment leur propre interprétation à ce que c'est. Fait que je vais relancer la question. Qu'est-ce que ça vous a... Ouais. C'était un peu comme, vis ta vie, là, t'occupe pas de qu'est-ce que les gens vont dire, parce que quand tu es parti, ils font juste comme rire après toi. Ça sera un instant de 1 heure de pleurs, et puis ensuite, ben, ils vont vaquer à d'autres occupations. C'est ça que ça m'a frustré. C'était comme, oh! Ben, tu sais, nous, cette scène-là, c'était surtout, on aime, nous, puis ça se retrouve aussi dans les textes de l'album. On va beaucoup écrire en images, puis justement, à la fin de ce clip-là, on voulait mettre ça beaucoup en images pour, tu sais, créer des images fortes. Tu veux pas, c'est des madames qui mangent un peu, pas de manière folle, mais tu sais, de manière vraiment très intense, puis tu sais, de la bouffe à déjeuner pour faire le rappel avec le clip, mais la signification directe, tu sais, nous, on en a peut-être une individuellement, mais on l'a pas fait en faisant « OK, on veut que ça dise exactement ça ». C'est plus, on veut créer des images fortes qui ont tous des liens possibles à faire entre ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qu'on entend, pour justement après ça donner des clés au public pour faire « OK, ben gars,
on a créé de quoi de concis niveau artistique. Toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ouais. Bravo, bravo. Vous avez fait un excellent travail. Et puis là, j'entends dire que vous avez reçu des bons retours et aussi des prix par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Des prix, non. Quand je parlais de prix, c'était dans notre ancien ban avant. Là. OK. Pour ça, Ouais, pour ça, non. En ce moment, on n'a rien reçu encore. On n'a même pas encore fait un seul show avec cette ban-là, là, parce que on a commencé en temps de COVID, fait que c'était impossible, point. Là. Mais non, c'est ça, on a eu des bons retours. On travaille avec quelqu'un qui a des bonnes connexions chez Stingray Music, fait qu'on a un pied dans ce marché-là. Là, on sait que SiriusXM a aimé déjeuner puis qu'ils la font jouer maintenant. Fait que tu sais, c'est ça. Fait qu'on a quand même des retours de l'industrie qui sont très positifs pour un premier projet. Puis c'est ça, on essaie juste de voir où est-ce qu'on peut amener ça. Là. On va essayer de sortir environ un single sur les radios dans le prochain mois. Je pense que c'est mai, je pense qu'on avait dit. Ouais, mais ça va dépendre. Ouais, ça va dépendre, mais tu sais, on en a encore 3 de l'album qu'on pense peut-être sortir en single radio dans les prochains mois. Puis on va essayer de faire vivre ça un peu, puis potentiellement le plus vite possible faire des shows avec tout ça. Ouais. Écoutez, à tous les deux, là, bon succès pour la suite. Et puis nous, on est là, si vous avez envie de parler d'une tournée qui s'en vient ou même d'un prix, parce que là, c'était une prophétie que je lançais pour vous autres. Bonne chance et puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité du groupe musical Mauve, ça sera au www.mauve.studio. On va prendre une pause et juste après la pause, on s'informe sur la célébration du 25e anniversaire de l'organisme Retraite en Action. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des 25 ans d'existence de l'organisme Retraite en Action. Et pour en parler, Anne-Marie Laurando. Et Anne-Marie, ça fait toujours plaisir de parler avec vous. Vous apportez toujours de la bonne humeur sur le plateau. Donc, en 2 ans, vous m'avez manqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit partager avec les gens qui nous regardent. Comment vous avez vécu la pandémie? La pandémie, pour nous, c'était formidable. C'est un peu amusant à dire, mais j'avoue qu'on a découvert toutes sortes de choses. On a fait énormément d'activités en virtuel. On a eu beaucoup de soutien de la part de nos gouvernements fédéral, provincial, municipal. Alors, on a eu des sous pour embaucher des gens, pour faire toutes sortes d'activités virtuelles. Ce qu'on a découvert, c'est que le virtuel, c'est inclusif. Il n'y a pas de problème de frontières, il n'y a pas de problème de mobilité. Alors, tout le monde était au rendez-vous. Pas au début, je vous le cacherai pas, au début, tout le monde disait « Oh non, on va revenir en présentiel, on va revenir en présentiel », mais
Bon, OK, je vais faire une activité en virtuel et ça s'est vraiment développé et on était agréablement surpris finalement parce qu'on était inquiets comme tout le monde, on savait pas dans quoi on tombait, mais au bout du compte, pour nous, c'était vraiment un plus. Oui, et puis je le dis là, à toutes les personnes qui viennent sur le plateau, les organismes en particulier, là, ils ont pu découvrir en eux un potentiel qu'ils ne soupçonnaient pas. Exactement, et les organismes ont découvert un potentiel, mais je vous dirais que nos membres qui ont embarqué dans le bateau, qui ont dit « OK, je suis prêt à la maison » et tout ça, on leur a donné de la formation pour savoir comment ça fonctionnait, WebEx ou Zoom, et ils ont découvert qu'ils étaient capables, eux aussi, de fonctionner en virtuel. Et maintenant, les gens se branchent 2 minutes avant l'activité, pouf, ils arrivent, et puis ils participent sans problème. Ils savent quand ils peuvent parler, quand ils peuvent pas parler. Et vraiment, pour nous, c'est formidable, parce qu'on a des membres qu'on voyait juste une fois par saison parce qu'il n'y avait pas de moyens pour pour venir au patron, par exemple. Bien là, ils participent 2-3 fois par jour à des activités. Alors, c'est vraiment un plus. Oui, et puis, on va parler maintenant de cet anniversaire-là. 25 ans d'expérience, 25 ans d'expertise. Ça doit vous faire plaisir à vous, hein, aux gens de l'organisme. Oui, les membres qui sont là depuis le début sont très fiers. Dans les célébrations, cette année, on a décidé de donner la parole justement aux membres qui se sont impliqués depuis le début, tout au cours des années, et ils viennent nous raconter ce qu'ils ont vécu comme bénévoles à Retraite en Action, ce qu'ils ont fait, les montagnes qu'ils ont escaladées, et c'est vraiment très, très bien de les entendre nous raconter ça. C'est comme très loin déjà, 25 ans. Et puis, on est là encore pour les 25 prochaines années. C'est ça. Alors, c'est vraiment... oui, pourquoi pas. Alors non, c'est très, très, très positif de fêter un 25e. Ça fait combien de temps que vous êtes avec eux autres, Retraite en Action? Je suis là depuis 2013. Alors, je suis ça va faire 10 ans. Et c'est drôle, c'est comme si j'ai toujours été là. C'est tellement facile pour moi d'être à la tête là, comme directrice générale. Ça vient chercher toutes les expériences que j'ai eues dans une vie antérieure et c'est pour le mieux. C'est vraiment, je suis très contente. Mais j'imagine. Et puis en 25 ans, là, je suis sûre que ça a dû prendre des partenariats, ça a dû prendre de l'aide d'autres organismes, en fait, pour travailler ensemble, pour donner le meilleur de vous-même aux aînés francophones de la région. Bien, les partenariats se sont développés au cours des années. Je pense qu'au début, c'était plus indépendant. Chacun des centres de vie active prenait leur place tranquillement, pas vite, parce qu'on est à peu près tous le même âge. Mais pour nous, les partenariats se sont développés depuis les dernières années, je dirais. On a un partenariat avec Montfort Renaissance qui est pour 10 ans, et ça fait déjà 3 ans qu'on travaille en collaboration avec eux. On était très contents parce que ça venait reconnaître un peu notre expertise. À Retraite en Action, c'est pour ses membres, par ses membres, et c'est ça qui fait que notre programmation est si riche et variée, parce qu'on est nourri par nos membres qui viennent nous suggérer des activités. Et c'est ce qu'on a fait avec Montfort Renaissance. On a fait la même chose, et maintenant, les membres, puis d'ailleurs, ces membres-là, au départ, c'était en présentiel, ces activités-là, puis maintenant, c'est en virtuel à cause de la pandémie. Et aujourd'hui, les personnes qui participent à mon centre à distance, à Montfort Renaissance, et ils arrivent avec toutes sortes d'idées, d'activités, de sujets. Alors, c'est vraiment... on a mis notre petite recette secrète au profit de Montfort Renaissance. Et on est très contents. Ça fonctionne très, très bien. Et c'est comme ça que, pouf, c'est arrivé un nouveau partenariat depuis le 1er avril avec la FARFO, la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario. Et eux aussi sont venus nous chercher pour faire des activités sociales récréatives. Ils nous ont demandé de s'occuper de leurs activités virtuelles
Connect Vivre Plus et aussi le canal Vivre Plus. Alors ça, c'est tout nouveau, tout chaud, là, depuis le 1er avril qu'on est en partenariat avec eux. Alors ça, on est très heureux aussi parce que ça, c'est là aussi une autre reconnaissance de notre bon travail, je dirais. Et puis, demain, je reçois même Mme Lantier pour parler du nouveau numéro de Vive Plus. Et puis, ça me fait penser, là, ça veut dire que quelque part, les gens de Retraite en Action pourraient être mis en lumière dans le magazine Vive Plus pour se faire connaître. Oui, on va être mis en lumière parce que effectivement, encore là, on va mettre un petit peu notre recette secrète dans le canal Connect Vivre Plus. Et donc, je pense que notre recette va être partagée à travers l'Ontario, pour les aînés francophones de l'Ontario. Alors, j'avoue qu'on a eu 2 projets, 2 subventions, une du ministère des Affaires francophones de l'Ontario et une du ministère des aînés de l'Ontario. Et c'était en collaboration avec les aînés de l'Ontario. Donc, on ne se limitait pas seulement à Ottawa, mais on voulait partager. On a eu des rencontres avec le centre de Peel, des gens de Sudbury, des gens de Welland. Donc, c'est intéressant de pouvoir échanger avec nos pères. Ils vivent des choses. Il y a plusieurs qui sont vraiment isolés, honnêtement, parce que les francophones, on est vraiment éparpillés partout sur le territoire qui est immense pour l'Ontario. Alors, le virtuel, c'est ça que ça fait. On n'a plus de frontières, on est capable de se rejoindre, on est capable d'échanger, on est capable de s'aider, on est capable de rire aux mêmes choses en même temps. Alors ça, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup pour votre partage de cœur. Là, je peux le ressentir ici, même si on est en virtuel. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on pourrait même parler de la programmation printemps-été. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps pis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des 2 mains. C'est tellement important. Souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. 1997-2022, ça fait 25 ans que Retraite en Action existe. Et pour nous continuer de nous en parler avec beaucoup d'engouement, beaucoup de joie, Anne-Marie Laurando, qui est la directrice générale de Retraite en Action. Et Anne-Marie, avant la pause, on parlait des partenariats, on parlait de qu'est-ce que vous avez pu accomplir, surtout durant la pandémie. Et puis là, j'ai envie de vous ramener un peu en arrière, peut-être dans l'historique de Retraite en Action. Est-ce que vous vous rappelez ou même vous vous souvenez avoir lu quelque chose sur l'historique de Retraite en Action qui serait un bon coup à rappeler aux gens qui nous regardent? Retraite en Action a été fondée par Jean-Luc Racine parce qu'il discutait avec sa mère qui se posait la question qu'est-ce qu'elle ferait à la retraite. Alors, je pense que le bon coup, c'est ça. C'est que Jean-Luc Racine a décidé de mettre en place Retraite en Action avec des membres de la communauté, des gens qui prenaient leur retraite, beaucoup
beaucoup de retraités des écoles, des directeurs d'écoles, directrices d'écoles, des enseignantes, et ils ont parti Retraite en action. Ils ont commencé par le membre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Aujourd'hui, on est rendu plus de 1100 membres en Retraite en action. Et je pense que c'est ça le bon coup. C'est qu'il a cru en son idée. Il a cru que c'était la bonne chose à faire de permettre aux retraités de faire des choses qui leur plaisent, des choses qu'ils ont envie, puis des choses... à Retraite en action, on permet aux gens de réaliser ce qu'ils veulent. Alors, s'ils ont une idée de faire telle activité, eh bien, ils la réalisent. Et nous, on est là pour leur donner les moyens de réaliser. Donc, je pense que c'est ça les bons coups. Je sais qu'il y a eu beaucoup de voyages de fait, beaucoup d'excursions, beaucoup de sport, beaucoup de marches en forêt, de découvertes, de dépassements aussi. Alors, et ce sont des souvenirs pour les membres, quelque chose qui, je suis certaine, qu'ils n'avaient pas envisagé de faire à la retraite. Alors, c'est vraiment, tout est possible à la retraite. C'est ça le mot, je dirais, pour Retraite en action. Et on essaie encore de continuer dans la même veine, de permettre aux gens de se réaliser et de... vous savez, les gens dans leur vie active, ils prennent des décisions, ils vont décider d'aller tel endroit. Bien, à la retraite en action, si vous voulez amener les gens à tel endroit, ben c'est possible. On l'organise avec vous et on vous aide pour le faire. Alors, c'est vraiment ça, Retraite en action. C'est ça qui est spécial. J'adore la vision parce que peu importe la personne est née, là, peut-être qu'à cause du travail, tout le temps qu'elle a vécu, là, elle n'a pas pu réaliser des désirs, comme par exemple aller en montagne, ce genre de trucs-là. Mais forcément, il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées et puis emmener tout un groupe avec soi. Oui, absolument. Puis aussi, on découvre des choses. On se dit, oh mon Dieu, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Je pensais pas que je pouvais ou j'aurais pu faire ça. Par exemple, on a un groupe de tricot. Ben, à un moment donné, il y a un gars qui a décidé de se joindre parce qu'on ne se cachera pas, c'était surtout des femmes. Alors, le gars, il a décidé, OK, moi, je veux être membre. Ben parfait, viens-t'en. Et puis, il tricote. C'est ça l'idée, on tricote. Alors, c'est toutes sortes de choses comme ça. Puis aussi des passe-temps. Les gens ne pensent pas, si tu es impliqué, je ne sais pas moi, en informatique, dans ta vie active, et puis tu prends ta retraite, tout à coup, tu décides de prendre un atelier littéraire. Tu n'as jamais écrit plus que quelques mots pour t'exprimer, puis tout à coup, tu décides d'avoir une feuille blanche puis de commencer à écrire en groupe. Donc, c'est ça, Retraite en action. Tu peux faire ça, et comme tu peux aller escalader, tu peux aller dans le parc de la Gatineau. D'ailleurs, nous, on a des activités dans l'Est ontarien, dans l'Ouest de la ville, puis on est basé au Patro, au centre-ville d'Ottawa. Alors, on essaie de découvrir les coins. Les membres de l'Ouest nous reçoivent. On va faire des activités dans l'Ouest, et la même chose pour l'Est ontarien. Alors, c'est vraiment... c'est ouvert, tout est possible, dans les faits. Tout est possible. Il va nous rester juste 1 minute, là, malheureusement, ça passe tellement vite. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour le 25e anniversaire et qu'est-ce qu'il en est pour la programmation printemps-été? Bon, alors, la programmation printemps-été va être rendue publique le 21 avril, donc ça s'en vient. Il y a toutes sortes de choses, naturellement, les sports, on fait des escapades, on va aller à la ferme Drouin, notre monsieur Drouin qui a participé à L'amour est dans les prés. On va à Brownsburg. On a des activités en virtuel, en présentiel. On a un atelier sur les fake news, des ateliers d'écriture, des voyages virtuels. Bref, on joue au bridge. On joue au bridge en présentiel, actualité économique. Bref, il y en a plein. Pour le 25e, la grosse activité, c'est notre gala au mois d'octobre, le 22 octobre, à la Maison de la francophonie d'Ottawa. Et puis, on va avoir un tournoi de golf en septembre aussi. Et ce qui s'en vient bientôt, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Dans le cadre de notre 25e, on fait la fête de la Saint-Jean-Baptiste à la Maison de la francophonie dans l'Ouest. Alors, on espère rencontrer plein de francophones du coin. Merci. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mme Laurendeau. Puis on va inviter les gens à visiter votre site web pour plus d'informations. Bonne célébration à vous et puis au plaisir.
Merci beaucoup. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, www.retraiteenaction.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à la programmation du 25e anniversaire, mais aussi à la programmation de printemps-été qui sera disponible à partir du 21 avril. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du féodalisme. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. Sauf à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, et De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous êtes un amoureux de l'histoire, vous êtes les bienvenus à cette partie de l'émission parce qu'on va s'informer sur un ouvrage intitulé « Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent » qui est une traduction des auteurs Olivier Guimond et Arnaud Montreuil avec qui j'aurai le plaisir de parler tout à l'heure. D'abord, je vais commencer avec Olivier Guimond qui sera le premier à être interviewé par rapport à cet ouvrage-là. Et tout de suite en allant, j'aimerais ça qu'on parle de ce mot qui se trouve dans le titre, le féodalisme. Ça veut dire quoi? Bien, une excellente question pour débuter cette conversation. En fait, le féodalisme, finalement, c'est la sorte de régime foncier qui avait lieu à l'époque de la Nouvelle-France, dans la vallée du Saint-Laurent, et qui a traversé finalement notre histoire, qui a traversé l'histoire du Canada pendant environ 2 siècles et demi. Donc, du début du 17e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, au moment où, finalement, on décide d'abolir ce régime-là pour implanter une forme de propriété que nous connaissons bien aujourd'hui, qui est finalement la propriété libre, propriété capitaliste, si on veut. Est-ce qu'on a gardé des séquelles de cette manière de fonctionner, là? C'est une excellente question. Et en fait, on peut penser que finalement, un régime qui a été là pendant 2 siècles et demi a laissé des traces, finalement. Puis c'est le cas. C'est une question à laquelle je m'intéresse et finalement à laquelle s'est intéressé Sanfilippo, lui aussi, à sa manière. Et Sanfilippo, finalement, lui, les traces auxquelles il s'est intéressé, c'est les traces dans les travaux d'histoire, dans les travaux des historiens, dans les travaux des historiennes. Comment est-ce qu'on a parlé de ce régime-là? Comment est-ce que, finalement, les débats politiques contemporains ont coloré le discours qu'on pouvait avoir sur ce régime-là? Et finalement, ce qu'on constate, c'est que finalement, la question nationale au Canada français, au Canada, a littéralement influencé les discours des historiens sur le régime seigneurial. Et c'est ce que Matteo Sanfilippo nous dit dans son livre, grosso modo.
Alors, ce monsieur-là, Matteo Sanfilippo, en fait, c'est lui qui a écrit en tout début le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent et vous l'avez traduit. Est-ce qu'on pourrait savoir cet auteur-là qui est italien, quel était son intérêt à travailler sur ce genre de projet-là? C'est une bonne question. Finalement, c'est une découverte que moi et mon collègue Arnaud, on a faite en creusant un peu le sujet. C'est de dire que c'est de comprendre finalement qu'il y a une communauté de chercheurs en Italie qui s'intéressent à l'histoire du Canada depuis des décennies. Mais cette communauté-là de chercheurs et de chercheuses publie souvent des travaux en italien sur divers sujets qui nous touchent de près, l'immigration, le catholicisme et le féodalisme aussi. Et Sanfilippo, finalement, dans les années 80, il s'insérait dans cette communauté-là de chercheurs italiens qui s'intéressaient à l'histoire du Canada. Mais la question de l'heure qui divisait les chercheurs au Canada, quand M. Sanfilippo a débuté sa thèse sur le sujet, eh bien, c'était justement la question du féodalisme. Dans les années 60-70, on le sait, au Québec, la question nationale a divisé les gens. Et dans ce contexte-là, on a essayé de comprendre, finalement, qu'est-ce que l'héritage du régime seigneurial peut nous révéler finalement des traditions de la nation canadienne-française, de la nation québécoise. Sanfilippo s'est dit, je vais creuser cette question-là, mais avec mon regard extérieur. C'est ça. Sanfilippo, c'est un Italien. Il s'est dit, je vais essayer de dépolitiser un peu le discours et je vais essayer de mettre en lumière peut-être des angles morts de la recherche. C'est tellement bien dit là, parce que souvent on peut être dans un historique de notre petit coin là, qu'on se dit, OK, c'est ça l'histoire, on reste avec ça, alors que vu de l'extérieur, vu d'un regard extérieur, on peut se poser des propres questions sur notre propre histoire. Oui, exact. Puis Sanfilippo a un regard tout à fait original, en fait, sur notre histoire au Canada, sur l'histoire du Canada français. Et ce qui est assez particulier, finalement, c'est que mes collègues, moi-même et mes collègues, on savait que M. Sanfilippo avait publié des ouvrages sur des sujets qui nous restent, mais il ne disait pas parce qu'il était en italien. Évidemment. Donc, on comprend que la barrière de la langue, c'est quand même une barrière qui est difficile à franchir. Et pourtant, M. Sanfilippo avait un point de vue intéressant, unique. Le livre là, finalement que mon collègue Arnaud a traduit du français, que j'ai aidé à éditer par la suite, c'est un livre qui est unique dans le paysage historique au Canada français. Et finalement, il nous dresse un miroir. M. Sanfilippo nous dit, il nous dresse un miroir, il nous dit, voici comment vous avez abordé ce problème-là, et je pense finalement que vous l'avez fait d'une manière un peu trop politique, un peu trop idéologique, au détriment de la science. Donc, il nous lance finalement des avenues de recherche qui, pour lui, forment finalement le cœur du problème, qui nous aident à mieux comprendre une institution, un régime qui a été essentiel, fondamental pour notre histoire au Canada. Wow. Donc, c'est vraiment un apport extérieur. Alors, dans ce processus de traduction-là, est-ce que, en tant qu'auteur, vous-même qui avez travaillé dessus, vous avez eu des révélations auxquelles vous ne vous attendiez pas? Oui, tout à fait. Ce que M. Sanfilippo ce qui, moi, m'a personnellement le plus marqué et qui m'a plus intéressé dans le cadre de mes recherches, c'est d'essayer de comprendre la genèse d'un mythe. Parce que c'est ça que Sanfilippo nous dit. Vous avez compris le régime seigneurial d'une manière un peu idéalisée, et voici pourquoi. Et la réponse qu'il nous offre, finalement, c'est de dire, je vais essayer de faire court, là, mais finalement, dans les décennies qui ont suivi la conquête britannique à la fin du 18e siècle, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit, si on veut conserver nos institutions qui étaient là sous la Nouvelle-France, alors que ce sont les Britanniques maintenant qui mènent dans la colonie, il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître et il faut aussi montrer
que ce sont des institutions qui ont été utiles et qu'on devrait conserver. Donc, dans ce contexte-là, on va produire des documents, on va écrire des livres d'histoire, on va débattre de la question d'une manière à légitimer, à la fois de légitimer l'existence de ce régime et d'en expliquer l'utilité historique. Et les documents qui ont été produits dans ce contexte-là pendant plusieurs décennies jusqu'au milieu du 19e siècle, finalement, ces documents-là ont constitué la matière première pour écrire l'histoire du régime seigneurial, alors même que cette matière première-là, finalement, a été produite dans un contexte politique, dans un contexte idéologique, dans un contexte où la question nationale, comme on le dirait aujourd'hui, était très importante. Écoutez, c'est tellement... Waouh, c'est très beau ce que vous venez de dire là en terminant. Je vais vous garder avec moi, mais derrière l'écran, parce que je parle avec votre collègue tantôt. On va prendre une pause. Merci beaucoup. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours à propos du contenu de l'ouvrage intitulé « Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent ». Et pour en parler cette fois-ci, le deuxième auteur qui a travaillé sur la traduction française, Arnaud Montreuil. Et Arnaud, avant la pause, je suis sûre que vous avez pu entendre votre collègue. Il a terminé avec un très beau résumé. Il parlait de comment était né, on va dire, ce régime, je veux bien le dire là pour pas me tromper, le régime seigneurial au Canada. Puis j'aimerais savoir, avoir votre avis là-dessus, sur ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup pour cette question. En effet, ce qu'Olivier a dit est tout à fait juste et je pense qu'il amène des éléments de contexte fondamental parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la question du régime seigneurial a vraiment été, dès le départ, une question politique. Et l'enjeu pour les auteurs de tous ces documents dont Olivier parlait juste avant la pause, c'était de conserver leurs privilèges. Et le gros problème, c'est que pendant des années, les historiens n'ont utilisé que ces documents qui ont été produits pour conserver des privilèges. Et on a une vision qui, pendant longtemps, a été vraiment et politique et tronquée, si vous voulez, de ce passé qui a été le passé du Canada, mais aussi des terres avant même l'invention du Canada, et dont il y a encore des traces perceptibles dans le paysage un peu partout de la vallée du Saint-Laurent. À vous écouter tous les deux, là, l'histoire est tellement si facile à entendre, si facile à comprendre. Écoutez, parlez-moi de la genèse, de votre point de vue, là, de la genèse de ce projet-là. Comment c'est parti tout ça, cette idée de traduction? Merci de la question. Tout d'abord, faut que je commence en disant que Olivier, lui, est spécialiste de la question seigneuriale, et moi, je suis un peu un électron libre, si vous voulez, parce que je m'intéresse au Moyen Âge européen.
Et c'est ma formation donc qui porte sur le Moyen-Âge qui personnellement m'a intéressé à se saisir de ce projet-là. Et j'étais moi-même là en Italie pour un séjour de recherche, cette fois-ci bien sur l'Italie médiévale. Moi, je fais le parcours inverse de San Filippo, si vous me permettez, en quelque sorte. Et j'étais en train de lire un de ses textes plus récents, puis là, j'étais complètement l'esprit chargé de la langue italienne. Et Olivier m'envoie un message, il dit « J'ai trouvé que ce livre de Matteo Sanfilippo est absolument unique dans l'histoire du Canada français, mais aussi anglais. Est-ce que tu le traduis? » J'ai dit « Let's go, on y va ». Et Matteo Sanfilippo, on lui a écrit immédiatement. Il était ravi que des jeunes chercheurs comme Olivier et moi fassent l'effort de prendre ses travaux et de les faire connaître en français pour qu'enfin ils soient diffusés non seulement aux communautés scientifiques francophones et anglophones d'Amérique du Nord, mais aussi à tous les gens du grand public qu'on sait. On sait que le grand public aime l'histoire et on sait que ce livre-là va les intéresser à la fois pour le passé féodal, mais aussi pour son actualité politique brûlante, je dirais. Oui, définitivement, là. Et puis, je veux juste faire le lien entre le volet traduction et le rapport avec ce monsieur-là, l'italien, monsieur Matteo. Matteo, c'est ça? Je veux bien. Matteo Sanfilippo. Oui, c'est ça, Matteo. Sanfilippo, c'est ça. Alors, quand vous lui avez demandé à ce monsieur-là que vous avez pensé travailler sur le projet, quelle a été sa réaction? Oui, il a été content, mais est-ce qu'il a été présent durant tout le processus? Il l'a extrêmement facilité, je dirais. D'abord, il était très content parce que lui disait, il nous a tout de suite dit, moi, je suis venu faire mes études au Canada quand c'était Trudeau père qui était premier ministre et maintenant vous m'écrivez alors que c'est Trudeau fils. Ça l'a bien fait. En fait, il était extrêmement heureux qu'on se ressaisisse de ce projet-là. Il nous a tout de suite encouragés. Ça a été un charme aussi de travailler avec l'éditeur italien pour soutenir le projet. Il a été là essentiellement dans la révision des textes et des épreuves que moi je lui envoyais après avoir fait mon travail, mais on a été extrêmement bien soutenus aussi par les presses de l'Université d'Ottawa, par Michel Bock qui nous a accueillis dans la collection Amérique française, vraiment sans hésiter, parce que, comme Olivier l'a dit, si vous voulez, ce livre-là était déjà connu, on connaissait son existence, mais là il s'agit pour la première fois vraiment de le rendre accessible. Et ça, on a eu vraiment la bénédiction de M. Sanfilippo de A à Z pendant tout le projet. Alors, on va parler des difficultés techniques aussi, parce que c'est d'une langue à une autre. Ah ouais? Là, vous voulez que je révèle mes points faibles? Non, je rigole. Il y avait un certain nombre de difficultés techniques, en effet. Surtout que moi, je ne suis pas traducteur de formation, mais si vous voulez, j'ai eu cet avantage d'avoir une formation en histoire médiévale qui nous amène c'est une formation extrêmement riche, hein, si jamais vous êtes intéressé à la maison, qui nous met en contact avec toutes les principales langues européennes, et notamment le latin. Il faut connaître le latin pour faire de l'histoire médiévale. Et c'est ce qui, moi, m'a permis, en fait, d'apprendre assez rapidement l'italien et d'avoir une souplesse d'esprit nécessaire pour être capable de le traduire. Puis j'espère que ce ne sera pas ma dernière des traductions de l'italien vers le français, parce que l'Italie est un pays qui produit des travaux d'histoire, non seulement sur le Canada de façon surprenante parfois, mais aussi sur la Renaissance et sur d'autres périodes qui gagnent à être traduits en français pour le profit de tous. Il y a un traducteur que j'ai reçu, je ne sais plus quand, là, sur l'émission, qui me disait comme ça que pour son travail d'écriture à lui, il faut qu'il connecte avec les écrits de l'auteur. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire comme me l'a demandé. Il faut que je connecte avec et puis il faut que je me mette à la place de la personne qui a écrit au début. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Ah oui. Là, j'endosse complètement les propos de votre invité précédent. Moi-même, je suis, comme je le disais, formé en histoire médiévale. Alors, les questions de féodalisme, qui sont en réalité des régimes sociaux qui viennent directement de l'Europe des 11e et 12e siècles, me touchaient déjà beaucoup. Et je ne comprenais pas la façon dont c'était présenté de façon très politique, voire mythologique, si vous me permettez d'aller jusque-là, dans certains des écrits pas récents, là, mais les écrits, disons, des années du 19e siècle et du début du 20e siècle, sur
le passé laurentien. Évidemment, depuis les années 80, là, les 70-80, les historiens de la Nouvelle-France ont fait des travaux d'une excellente qualité sur le passé de la Nouvelle-France. C'est vraiment plutôt avant que ça coinçait. Mais Matteo Sanfilippo, étant italien, arrive avec ce regard qui est complètement différent, qui n'est pas piégé par les questions de souverainisme, fédéralisme. Et il le fait, donc il aborde la question du passé du féodalisme laurentien d'une façon originale, et il est capable, à mon avis, de poser les vraies questions, parce que la question au centre du livre de Matteo Sanfilippo, il va nous rester 25 c'est pas secondes. Quel est l'enjeu politique, d'accord, c'est pas quel est l'enjeu politique, mais c'est bien comment ça fonctionnait, la société, à l'époque. Et moi, c'est complètement cette question que je reprends, c'est cette question-là que je pose, et cette question-là que je veux qu'on pose et que j'espère qu'on posera avec ce livre. Écoutez, c'était tellement passionnant de vous écouter tous les deux là. Je vais inviter les gens à aller visiter le site web pour avoir accès à cet ouvrage et puis bon succès. Alors, www.presseuottawa.ca, c'est le site web des presses de l'Université d'Ottawa si vous avez envie d'avoir cet ouvrage-là, Le féodalisme dans la vallée de Saint-Laurent. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aimerais partager avec vous quelques informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parlais tantôt avec deux auteurs, Olivier Guimond et Arnaud Montreuil, qui ont fait paraître dernièrement aux presses de l'Université d'Ottawa Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent, qui est une belle traduction de l'auteur Matteo Sanfilippo, qui nous raconte un peu l'histoire du féodalisme ici dans le Canada français. Je suis sûre que vous allez l'apprécier. Si vous avez envie de revoir cette entrevue-là, je vous inviterai à la revoir aujourd'hui à 14h et aussi à 18h, qui sera disponible aussi sur le YouTube. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Mais avant de vous dire qu'est-ce qui sera sur l'émission de demain, j'aimerais prendre le temps de vous rappeler que je suis habillée encore aujourd'hui et comme toujours d'ailleurs par Stéphanie Davis Design. Et si vous avez besoin d'avoir accès à elle, elle est très disponible sur Instagram, donc S Davis Design. Vous pouvez facilement la retrouver sur Instagram, mais aussi sur son site web au www.sdavisdesign.ca. Alors pour demain, on va discuter avec Madame Marie Lantier qui va nous parler du nouveau numéro du magazine de la Farfo qui s'intitule Vivre Plus. Je ne sais pas c'est quoi la thématique du mois, mais on va avoir plus de détails avec elle. Et aussi, on va parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe de L2 Émergence. Et vous savez que quand elle est là, elle nous donne des pistes de réflexion personnelle. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé.
Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.